Cyprienne Edouette, C'est la nuit ne dort pas, Nouvel Institut littéraire du Québec. Du même auteur, Confidence des écrivains canadiens-français, interview, La coupe vide, roman. Ri F astérisque. Monsieur Franck n'était pas un imbécile. Certes non. Mais l'expérience ne lui avait pas encore appris que lorsqu'un médecin, d'une voix douce insiste en vous conseillant de vous laisser vivre, de vous emmitoufler dans la quiétude, cela signifie qu'il vous enterre déjà dans la mémoire des hommes. Or son médecin lui avait dit, ce qu'il vous faut, c'est le grand calme. Existence aimable, sans heurts d'aucune sorte. Fuyez tout ce qui est de nature à vous affliger, voilà. Voilà. Répéta Monsieur Franck à sa femme. Vivre doucement, doucement, tu comprends. Surtout jamais d'émotions violentes. Le soir même, Madame Franck prouva qu'elle avait parfaitement compris en décidant de faire chambre à part. Au bureau, Monsieur Franck, pressé par la sympathie de ses collègues, avoua le régime de vie prescrit. On s'entendit aussitôt pour le ménager, poussant la pitié jusqu'au mensonge. Ainsi, le jeune commis que Monsieur Franck interrogeait sur la santé de sa mère, lui répondit sans broncher qu'elle allait beaucoup mieux. En fait, elle se mourait. On prit l'habitude de lui cacher même les accidents de la rue, bah. Simple collision de bicyclette. Et tandis que, rassuré, Monsieur Franck se remettait à ses dossiers, les gens transportaient les victimes dans une maison voisine. Il arriva bientôt qu'il ne sut plus rien de personne, sinon les fadeurs du train-train quotidien. La vie étant faite d'échanges, l'équilibre se trouva rompu entre Monsieur Franck et son entourage, on finit par lui en tenir sourdement rigueur. D'ailleurs, lui-même posait de moins en moins de questions. À force de s'isoler, il en vint à nier les événements qui lui échappaient, de malentendus et maladresses qu'il s'efforçait ensuite de réparer. À ce jeu, son cœur s'énerva. Il se rappela l'avertissement du médecin, pas de nouvelle crise. Il donna sa démission. Monsieur Franck possédait quelques économies. Tout compte fait, il pouvait s'offrir le luxe d'un tête-à-tête indéfini avec sa femme. Le malheur est que le couple ne sonnait plus la même note sentimentale. Au surplus, Madame Franck, bien portante, n'entendait pas changer son mode de vie. Laissé seul plus souvent qu'à son tour, Monsieur Franck s'ennuya. Peu industrieux, dénué d'imagination, il ne lui resta plus, comme toute ressource, que la lecture des jours. Non. Son épouse s'en chargea pour lui, avec mille précautions, passant sous silence tout. Ce qui pouvait l'impressionner. Elle filtrait l'actualité. À l'entendre, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le couple faisait le tour de la Terre en 15 minutes. Mais les nouvelles empirant, Madame Franck n'en mit que 10, puis 5. Quitte à reprendre minutieusement la route avec sa voisine de palier. Pendant ce temps-là, Monsieur Franck était tout occupé à attendre sans impatience son petit déjeuner. Les Franck avaient une fille mariée et un fils, mauvaise graine, que le père, avant sa visite au spécialiste, tenait à l'œil. Mais voici que, du jour au lendemain, toutes les sommonses cessèrent au sujet des bulletins de conduite. Par mesure de prudence, Madame Franck, à la fin du mois, déchira une lettre du directeur du collège adressée à son mari. Par la suite, le mauvais garnement lui-même se servait des bulletins pour allumer sa cigarette aux yeux ébahis de camarades. Fréquentait depuis l'enfance. À vrai dire, ce fut son seul ami. De bonne heure traqué par le destin, celui-ci reportait sur Monsieur Franck une pauvre soif d'aimer. Les deux hommes se voyaient souvent, jouaient aux cartes, se promenaient dans les rues familières du quartier. L'ami souffrait d'hypocondrie. Cuisiné par Madame Franck, il fit des efforts héroïques pour mentir à ses souvenirs. Lui qui ne souriait jamais, on le vit un jour qui s'y essaya. Ce fut un spectacle si navrant que Monsieur Franck en eut les larmes aux yeux. Cette nuit-là, il se retourna bien des fois dans son lit. Le lendemain, il avait la mine de quelqu'un qui lutte contre une mauvaise pensée. Les jours suivants, cela s'aggrava. Inquiète, Madame Franck résolut de le confesser. Mon gros, tu me caches quelque chose. Ce ne fut pas long. Étouffant de honte et de chagrin, Monsieur Franck se confia. C'est à cause des Ernest. C'est est bien simple, ma femme, je défaille rien qu'à reconnaître son pas de crevé dans le vestibule. Cependant, les relations continuèrent encore un peu de temps. Mais il fallut se rendre à l'évidence, Monsieur Franck dépérissait de manière alarmante. Plus d'hésitation possible. La scène eut lieu dans le salon par un dimanche de faux printemps. Si vous l'aimez. Le docteur a été catégorique. Ce n'est pas votre faute, je sais, cher Ernest, mais vous êtes déprimant comme ce n'est pas permis. L'hypocondriaque comprit. Il ne se plaignit point. Il s'en alla. 2 mois plus tard, on le trouva mort. On découvrit qu'il avait souffert d'un cancer d'estomac sans en souffler mot à quiconque. Une année s'écoula au bout de laquelle, s'il en eût fait le tour, Monsieur Franck se fut aperçu qu'il ne lui restait presque plus de souvenirs de sa vie passée. De plus en plus il tailla, élaga, coupa. Cela lui composa une bizarre existence de beau temps continu. Au début, sa bonne humeur et son optimisme lui valurent quelques relations. Les gens venaient chez lui oublier leur tracas. 1 heure durant, l'entretien sautillait d'un sujet comique à un sujet noble dont Monsieur Franck et sa femme dirigeaient les alternances. On écoutait. On approuvait. On bénissait. À la longue pourtant, la sérénité de la maison parut agacer les visiteurs. Un audacieux se permit même des propos sarcastiques sur les égoïstes qui ne pensent qu'à se protéger tandis que le voisin brûle. Personne de la famille Franck n'eut l'air de comprendre. Les amis haussèrent les épaules et s'abstinrent de revenir. Ce qui fit longuement réfléchir Monsieur Franck. À la difficulté qu'éprouvent les hommes à s'adapter à la paix intérieure. Lui, il était heureux. Oh. D'un bonheur infiniment fragile, il est vrai, qu'un rien troublait. Par exemple, la viande triste à voir lui faisait repousser son assiette. Il donnait de la lumière partout, dès 4 heures de l'après-midi pour éviter la mélan. Colis du crépuscule. Au commencement de la 3e année, sa voix autrefois persuasive se fit autoritaire pour enjoindre à Madame Franck de marcher moins vite, de parler moins haut et de rire si possible par en dedans. Lui jadis si actif, il se mit à paresser au lit de façon choquante. L'heure vint où il ordonna qu'on lui apportât son gruau dans sa chambre. Un jour, il suggéra d'offrir, à sa fille mariée qui n'en avait point, l'appareil de radio. Mon doux. Mon doux. Soupira Madame Franck, qui se passait difficilement de bruit. Mais elle se sacrifia. Quotidienne. Un gamin, le désignant du doigt, cria à ses camarades. Veillez accent grave le vieux qu'a l'air si mauvais. Rentré chez lui, Monsieur Franck s'examina dans la glace. Il y vit quelqu'un à l'expression des yeux durs, de bouche méfiante. Il sortit de son portefeuille une photo d'avant la cure et s'y trouva mieux. La nuit suivante, il ressentit de l'angoisse. Dieu. La crise. Il s'en tira. Le médecin mandé en tout hâte lui adressa des remontrances. Je suis sûr que vous ne vous ménagez pas assez. Tâchez donc de ne pas vous en faire. À partir de là, Monsieur Franck devint laid. C'est ainsi qu'il osa lever sa canne sur un mendiant important. Qu'à la suite de ce geste impétueux, ses vaisseaux ne se soient pas rompus, démontre.
Clairement que l'homme est doué d'une singulière aisance dans le mal. Les moins malhonnêtes en sont d'ailleurs humiliés. Monsieur Frank avait été honnête. Il ne l'était plus. C'est peut-être pour cette raison qu'il se prit à soupçonner tout le monde, en commençant par son fils. Pour ce qui est de ce dernier, au reste, il avait raison. De frasque en frasque, l'adolescent s'acheminait vers la cour des jeunes délinquants. Il y aboutit et Madame Frank pleura. Le père, lui, raisonna. Aimer son enfant, n'est-ce pas d'abord le protéger contre lui-même pour cent Monsieur Frank s'en fut voir le juge. Je suis malade, votre honneur. Je suis quasi un moribond. Encore quelques semaines et je ne suis plus rien. Quant à ma femme, il y a longtemps qu'elle est folle. De terreur. Calmez-vous, cher monsieur. Allez, je devine ce qui en est, des parents pauvres et courageux, un garçon révolté, qui. Oui, je. Vois cela. Tenez, j'aurai pitié. Au fond, votre fils n'est pas méchant. Je lui ferai un peu peur et puis je vous le rendrai. Mais pas du tout. Attendez. Je n'en veux pas. Vous dites pour cent, je me meurs, votre honneur. Vous l'avez déjà dit. Et après pour cent. Mon fils est un monstre. Ce gars-là joue du revolver comme on joue du chapeau. Comment? Enfin, je vous jure que je suis d'accord avec Madame Frank. La prison. C'est la prison qu'il faut à ce vaurien. Oui, oui. Au moins 2 ans. Délivré de ce gros souci, Monsieur Frank poussa un soupir de satisfaction. Sa femme, elle gardait quelques illusions, tant elles sont encore là alors qu'on y a renoncé, prit cela pour de la peine et consola son mari de son mieux. Une année. Puis une autre. Sa femme s'est entalitée, Monsieur Frank fronça le nez, qui s'avisait d'être malade dans la maison d'un agonisant. La fille mariée arracha des confidences à sa mère et en fit part au médecin. Celui-ci se vit dans un cul-de-sac. D'un côté, le cardiaque. De l'autre, la tyrannisée. Ce fut Monsieur Frank qui trancha la difficulté. Cet homme étonnant proposa de faire soigner sa femme dans une clinique. Remords de la fille mariée qui se reprocha d'avoir mal jugé son père. À la première visite qu'elle fit à la malade, elle se rendit compte que celle-ci, à peu de frais, mourait dans un hospice de nécessiteux. Une étrange existence commença alors pour Monsieur Frank. Il vendit sa maison et tout ce qu'elle contenait. Les souvenirs sont des tombes ouvertes. Si l'on y prend garde, une nuit venteuse nous jette parmi les morts. L'hôtel. Anonymat bienfaisant d'un hall d'hôtel. Indifférence de tout repos des portes numérotées. Il y avait longtemps que Monsieur Frank, par instinct de conservation, cherchait à être bête. Il le devait entre une table à cartes et la banquette du bar. Un soir qu'il avait ri bruyamment, il sentit une impérieuse protestation monter de sa cage thoracique. Il en fut étonné. Le cœur était donc toujours là. Mais une seconde douleur coupa court à toute ironie. Monsieur Frank une fois de plus abdiqua. On ne le revit plus. Un petit village existait quelque part. Sans maison. La forêt. Des gens racontèrent qu'un bonhomme un peu fou y avait élu domicile. US ajoutait qu'il vivait seul, qu'il avait une mine peu rassurante. En vérité, Monsieur Frank N avait plus de mine du tout. Ni laid ni beau. Ni bon ni mauvais. Il se tenait à côté des sentiments. Il n'avait oublié qu'une chose, c'est qu'à fuir le risque de la mort, on perd vite celui de la vie. Il évoquait l'âge des robots alors que les hommes auront cessé de faire servir la souffrance. Monsieur Frank néanmoins représentait une force, celle de la neutralité. Cet état d'euphorie dura assez longtemps pour que les villageois oubliassent celui qu'ils ne voyaient jamais. Un soir, au moment de moucher la chandelle, Monsieur Frank crut voir une ombre sur le mur. Il ne comprit pas, ses réflexes étant devenus lents. L'ombre bougea. Monsieur Frank tressaillit. Peu après, quelque chose de suant lui enveloppa les cuisses, la peur. L'ombre redevint immobile. Monsieur Frank éprouva comme une morsure de rat au cœur. Il mourut. Quand il fut par terre, l'ombre y fut aussi. C'était la sienne. Il y a déjà un bon moment que J ai disposé l'abat-jour sur mon ouvrage, que J et dit gaiement en prenant place dans le vieux fauteuil, une autre bonne soirée commence pour nous, chérie. Dans leur lit jumeaux, Bernard et Ginette dorment certainement. La cuisine est dans l'ombre, bien rangée, la radio fonctionne. Il ne viendra personne ce soir d'automne de vent mauvais. Notre maison est accueillante avec ses anciennes choses aimées. Nous pourrions, Hélène et moi, vivre tranquillement quelques heures à nous raconter les bruits du jour, à laisser deviner les tendresses de nos cœurs. Dans d'autres maisons, semblables à celle-ci, des gens qui nous ressemblent ne font pas plus ni mieux que nous pour être. Heureux. D'ailleurs, nous avons été heureux. Longtemps on est 4. Nous l'étions hier encore. Peut-être pour les enfants n'y a-t-il rien de changé. Sûrement même. À cet âge, on fait confiance au bonheur. Hélène elle-même n'a peut-être pas pris conscience d'une fêlure, à vrai dire, imperceptible. L'histoire du vase brisé. Ma vie aura tenu dans ce poème. Je suis une femme déjà vieille bien que, dit-on, si je consentais à faire un peu de frais. Je n'en fais jamais à cause d'Hélène qui aurait alors à en faire trop. Parfois, au printemps, nous allions nous promener. Il y avait toujours une minute où, à cause de mes yeux brillants, Bernard, Ginette s'écriait. Maman, que tu es jolie. Je voyais bien qu'Hélène souffrait laidement. Nous n'allons plus dans la campagne. Nous n'irons jamais plus. Oui, il y a déjà un bon moment que j'ai disposé l'abat-jour. Mais Hélène n'a pas répondu au plaisir que je manifestais de sa présence. Elle m'a prié de fermer la radio. Et puis ensuite, en s'excusant, il est vrai. Elle a tourné le bouton. Elle a pris un livre alors qu'elle avait déjà le journal sur les genoux. J et murmuré, préfères-tu sortir, chérie pourcent, elle a protesté presque violemment. Elle s'est mordu les lèvres. Son petit visage a été subitement tout chiffonné par l'envie de pleurer. Une autre bonne soirée. Non, il n'y aura plus jamais de bonne soirée. Pour la dernière fois ce soir, mais sans le savoir, les enfants ont embrassé leur sœur. Hélène demain ne sera plus là. Je rentrerai seul, le pas seulement plus lent. Je suis calme. Je le serai davantage demain. Lorsque, il y a 20 ans, ils m'arrachèrent mon mari, la violence de mon désespoir s'accommoda pourtant de la vie. Demain, en menant moi-même ma fille à la clinique. Je cesserai de vivre. Personne n'en saura rien naturellement. Et pour les petits, je serai, je le jure, une fidèle représentation de la mère qu'ils ont connue. Tout le temps que dure ce colloque avec moi-même, je ne bouge de mon fauteuil. Et l'ouvrage entre mes mains prend forme. Sans lever les yeux, je sais que, de son coin d'ombre, ma fille m'observe. Elle me surveille à la manière de mon mari naguère, en me détestant. Peut-être suis-je en danger comme jadis. Je n'ai pas peur. Et comment aurais-je peur de mon enfant? Mais Hélène n'est presque plus mon enfant, je sais. Je ne connais rien de cette créature au songe monotone ou effrayant. Souffre-t-elle? Plus maintenant, je crois. Il y eut une heure abominable, mais non pas seulement pour Hélène. Qui pourrait dire laquelle de nous deux fut le gilu déchiré?
Elle parvenait enfin à dormir quand sa pauvre cervelle tout à coup cessait de poursuivre l'horrible démesure des mots et des images. Car c'est le bienheureux privilège des insensés, le docteur me l'assura jadis. De sombrer dans une totale indifférence, passer certaines minutes aiguës de la crise. Pour nous, la nature demeure implacable. Comment cela a-t-il commencé? Par quoi exactement ai-je été informé? Quelle ténue obsession ou quelle minime, mais persistante confusion dans les actes d'Hélène m'a d'abord étonné avant que je ne de vienne anxieuse, puis angoissée? Il est difficile de situer ce qui nous paraît n'avoir point eu de commencement. Hélas. Depuis mon mari, ne sais-je pas que Mathilde est perdue? N'ai-je point, chaque jour depuis qu'elle est née, scruté cette petite-ci procréée en plein délire? Bernard et Ginette, au contraire, ne m'ont jamais inquiété. La sève de ma famille l'emporte en eux, je le sais, sur le sang pourri de leur père. J'entends encore le docteur, votre seule excuse est votre ignorance. Mais comment la famille de votre mari a-t-elle pu se taire? Malheureuse femme. Dès votre voyage de noces, l'homme à vos côtés était fou, Guy. Mon Dieu, un homme comme les autres, avec seulement d'étranges colères contre lui-même, qui tournait court sur une pitié exagérée. Dans l'amour, oui, parfois il m'a effrayé. À la naissance de Ginette, déjà Hélène et Bernard étaient en pension. Ma mère se chargea de la petite. On me les rendit tous les trois quand aucun d'eux ne me connaissait plus. Longtemps j'ai soutenu la fable de l'accident, dont les suites furent funestes à la santé déjà ébranlée de votre pauvre père. Longtemps Hélène ne s'avisa pas des pénibles contradictions de mon récit, mais il y a 3 semaines, voilà donc que la mémoire m'en revient, alors qu'il n'était pas qu'est-ce. Sion de lui, ma fille, à brûle-pourpoint, si je me mariais, maman, il me faudrait le certificat de décès de papa. L'as-tu? Mais, bien sûr. Enfin, il doit être dans mes papiers. Je fus atterré du son faux de ma voix. Songerais-tu à te marier à 16 ans, Hélène? Elle répondit non, sans plus, et reprit sa lecture. Dès lors, j'ai été sur mes gardes. Mais c'était trop tard. Quelque nette réponse que j'apportais à d'insidieuses ou brutales questions, et sans qu'elle pût réellement me prendre en défaut, ma fille avait pour elle l'intuition de la vérité. Son désordre intérieur lui-même l'a avertie d'un antécédent dans la famille. Or, à qui pouvait-elle penser, sinon à ce mort mystérieux auquel tellement elle ressemble? Enfin, Hélène m'a fait part de son intention de prendre une police d'assurance en me prévenant d'une exigence stricte de la com. Pani, tenir le certificat de décès du plus proche parent. Et si je l'avais perdu ce certificat pour 100, alors le médecin qui soigna papa. Tu sais bien qu'il est mort depuis 10 ans. Hélène me planta dans les yeux son grand regard où la fièvre ne cesse de monter. Il reste, dit-elle, d'une voix menaçante, il reste les registres du cimetière. Oli, mon Dieu. Lui apprendre ce qu'elle sait déjà serait-il pis que ce qui est? Si rien ne peut délivrer mon enfant, alors me délivrer, moi. Oui, crier l'épouvantable chose. N'est-ce pas, à la fin, mon dérisoire? Droit de femme désigné par un destin injuste. J'ai été abusé. Et puis inexorablement l'on m'a grugé toute espérance. J'ai été jeté dans la nuit, garrotté pour être plus savamment torturé. Ne me laissera-t-on au moins ceci, raconter mon effroyable histoire, telle que ma mémoire à jamais la contient? Le passé. OS ni d'attente maudite dans une maison tout illuminée par crainte d'être saisie par en arrière. Le cœur qui bat la terreur devant un masque d'homme subitement connu. Ah. Mon dégoût. Ma haine. Tout s'oublie, dit-on. Les imbéciles. Sinistres imbéciles capables d'affirmer cela. Allez demander à la femme du pendu ce qu'elle en pense. Demandez-moi si au seul rappel d'un nom toute ma chair ne se soulève et mes os ne se brisent et ma cervelle n'éclate. Et je recommencerai sous une autre forme, mais qu'importe la forme des choses si les choses demeurent. Cet enfer au fond duquel, à mon tour enfin, je sombrerai parallèlement à mes deux bourreaux. On exigerait cela encore? Que je me taise et que je cache cette double malédiction d'A. Voir une fille folle après un époux dément. J'ai pu trouver une fois l'héroïsme du silence. Un suicide manqué ne se tente point de nouveau. De quoi suis-je coupable au bout du compte? Quelle est cette impitoyable pesanteur sur ma vie? Quel crime ai-je donc commis? Au secours, mon Dieu. Vous qui ne m'avez jamais répondu, au secours. Car je sais, contre toute logique, je sais que vous. Entendez mon cri. Je n'en puis plus cependant, je vous le dis, mon Dieu, notre Père, je n'en puis plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en. Bon. Voilà la crise qui commence. Il vaut mieux vous retirer, mademoiselle Hélène. Et, là, vous, tenez-vous un peu tranquille. Je vous avais prévenu, mademoiselle Hélène, de ne jamais prolonger vos visites au-delà d'un quart d'heure. À la douche, vous. Ne la regardez pas, Med. Moiselle, allez-vous en vite. Pauvre enfant, 11e, la regardez pas. Ce n'était plus le sommeil ni pourtant l'état de veille, mais un troublant climat intermédiaire propice aux rêves que l'on conduit sans être tout à fait maître de leur dénouement. Et puis, Gisèle ouvrit les yeux brusquement, comme si quelqu'un venait de la toucher à l'épaule. Un instant, son regard dépaysé erra dans les ténèbres de la pièce. Elle avait peine à comprendre pourquoi il faisait si noir, cependant qu'elle éprouvait une sourde anxiété. Sur le point de tenter un mouvement, elle se souvint qu'elle n'était pas seule dans le grand lit. Alors tout s'éclaira d'un coup. La jeune femme eut un petit rire silencieux, puis Hélès accusa de sottise. Elle tourna la tête, aperçut une nuque aux cheveux coupés courts. Gisèle ne résista pas à l'an. Vit y glisser un doigt, le retira aussitôt. Gênée, inexplicablement, au contact de la peau chaude du cou, légèrement suante. Suis-je bête? C'est Louis, c'est mon mari. Elle aurait désiré que Louis ne fût pas si immobile, surtout qu'il ne lui tourna pas le dos. Toute menue, Gisèle ne voyait rien au-delà de l'épaule de Louis. Une épaule agressive. Trouva-t-elle, reprise par un sentiment désagréable d'être importune. Ce que Louis pouvait dormir. Gisèle, elle, ne fermerait plus l'œil jusqu'au matin. Elle était tellement réveillée maintenant que l'idée seule de dormir lui paraissait inimaginable. Alors elle appela, Louis. Louis. Mais sa voix était un murmure imperceptible. Gisèle recommença. Elle perçut une sorte de grognement sorti de la gorge de l'homme, telle une vague menace. Le geste tendre à moitié esquissé s'arrêta. Elle demeura stupéfaite un long moment et cela l'empêcha de souffrir. Gisèle se souleva, s'appuya sur un coude, elle vit la figure du dormeur que l'aube éclairait enfin. Cri contenu. La jeune femme se rejeta en arrière, Louis. Répéta-t-elle, mais elle ne l'appelait plus. Ses lèvres ne prononçaient même pas le nom de son mari, mais les syllabes tremblaient en dedans d'elle, tout. Environné d'inconnus. C'était, à l'intérieur de ce nom, comme un désert subitement apparu, avec le visage même de Louis, tel qu'il venait d'être surpris. Gisèle n'y avait aucune place. Louis ne la connaissait plus, ni elle, ni rien de ce qui faisait partie d'elle, sa famille, la maison natale, un bref passé au souvenir par. Tagé depuis l'amour.
Et puis l'indicible émoi de la cérémonie du mariage à l'église, le départ par train, la table à deux, ici même, en cette chambre où, plus tard, Gisèle, tenue dans les bras de Louis ainsi qu'un trésor. L'aube à présent ranimait les objets un à un. Gisèle examina le papier mural, la table. De toilettes plaquées de noyer dont la glace ronde recomposait le décor de la chambre et du gîte salon attenant. Vulgaire tout cela? Non, plutôt inanimé. Personne ne laisse de son âme dans une chambre d'hôtel. Pourtant, hier soir, j'ai trouvé tout cela ravissant. Ce n'était pas que la jeune femme fût amère, seulement elle n'arrivait pas à s'empêcher de souffrir depuis la curieuse impression d'être rejetée du sommeil de Louis. Elle se faisait l'effet de ne compter plus. Tellement absurde. Ah, oui, c'était absurde, cela ressemblait aux peines de l'enfance. Mais Gisèle avait grandi. Allons. Elle était même devenue femme cette nuit. Je suis femme. Toutefois, cette idée ne la bouleversait pas autant qu'elle eût cru. Tant Esther disait, c'est l'extase. Moi, j'ai ressenti aussitôt. Mais Gisèle, assez mal à l'aise, se souvient d'une douleur aiguë, suivie d'un médiocre plaisir. Elle ne voyait pas Louis. Elle l'entendait gémir. Ensuite, elle étouffa sous son poids. Il lui demandait si elle était heureuse. Elle répondait oui, en hésitant. Il ne perçut point d'hésitation. Maintenant il dort, avec un bruit nasal peu euphonique. Gisèle se souleva de nouveau, chercha la figure de son mari, aperçut sa bouche entrouverte de dormeur qui a trop bu et qui respire mal. À moins que Louis ne fût incommodé par ses amygdales en mauvais état. Il portait un pyjama neuf au ton choquant, rayé de vilaines barres verticales. Gisèle se penche, brusquement avide du mystère d'un homme qu'elle croyait connaître. Louis. Le prénom indéfiniment murmuré perd toute signification. Il ressemble à un n'importe quoi. N'importe quoi ressemble à ce prénom. Oh. Le jeu pénible qui fait perdre pied à une jeune épouse. Pourquoi ne l'a-t-on pas prévenu que peut-être son mari s'endormirait à l'aube de la nuit de noces, qu'il ne fallait pas s'en affliger, ni surtout avoir peur. Tellement absurde. Tellement. Car Gisèle se rend bien compte. Et elle s'efforce de conjurer un malaise grandissant dont personne ne lui a parlé. Si elle pouvait méditer sur l'avenir, elle ferait la promesse d'apprendre à sa fille un jour ce qu'est parfois, ou c'est peut-être toujours ainsi, l'heure qui suit la tendre possession des corps. Mais il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas même la journée toute proche. Il n'y a que cet instant blessé par le sommeil de Louis, par la chambre atroce, par une solitude subite, tout à fait imprévue. Un instant que Gisèle s'imagine ineffaçable. Ce n'est rien. C'est parce que je n'ai pas assez dormi. Je suis énervé, c'est clair. La journée a été harassante, le long voyage aussi. Et puis, s'il faut tout avouer, l'amour. Stricte vérité. Gisèle est trop raisonnable pour en douter. Si seulement Louis se réveillait. Comment peut-il dormir si tard puisqu'elle est là pour sang, bien-aimé, j'écouterai ton souffle. Les rôles sont renversés. Fermez les yeux pour ne plus voir la chambre encombrée de valises neuves, de linge neuf. Ne plus voir la glace ronde de la table de toilette recomposer niaisement le décor du petit salon attenant. Fermez les yeux au souvenir du sourire gras du gérant de l'hôtel. Fermez, fermez les yeux. Gisèle se sent une chose petite et quand même encombrante dans le grand lit où Louis ne lui laisse que peu de place. Pourtant, Seigneur, pendant des semaines, Gisèle a-t-elle été un personnage assez important. Il semblait que la maison tout entière et les efforts de chacun pour lui plaire ne fussent jamais trop empressés à mesure que le grand jour approchait. Les yeux embués de maman. Louis contemplant sa fiancée ainsi qu'un joyau rare dont il n'était pas digne. À la fin, hier même, l'entrée à l'église. 150 têtes se tournent vers vous. L'émotion des amis. Le prêtre regardait venir le cortège nuptial. Papa mordait sa moustache. Louis adorait Gisèle ouvertement. Toute une assemblée occupée pour une heure du charmant bonheur d'une jeune fille. Quel incongru sentiment de consentir un acte dont profitait, de manière indiscernable toutefois, ce que Gisèle aimait. Et voilà. Gisèle met dans ses mots, prononcés à haute voix, l'étonnement humilié du présent, lequel ne s'accorde avec rien. De ce qui l'a amené. Sensation d'avant d'avoir été dupé. Louis dort toujours. La jeune femme appréhende maintenant la minute de son réveil. Comment réagit un homme qui trouve à son flanc une épouse de la veille? Que dira Louis pourcent Gisèle craint sa déception plus blessante que tout. Elle sait que ses cheveux sont décoiffés, sa robe de nuit froissée. Faut-il qu'il la voie ainsi après les parures d'hier? Louis étonné, déçu. Encore une idée folle. Louis ne sera pas embarrassé. Louis n'a pas le droit de l'être après avoir tant désiré l'épouser. Il répétait tout le temps dans son impatience, ma femme. Sans doute parce qu'elle était déjà dans son cœur. Pourquoi serait-il confus, au lendemain de ses noces, de trouver Gisèle si près de lui? En tout cas, il ne devrait pas l'être. Et le sacrement de mariage pourrait bien préserver l'épouse contre la toute première réaction de son mari trouvant dans son lit. Mais ces expressions brutales elles-mêmes choquent Gisèle, dont la pensée n'ose préciser comment elle les accueille. Au grand jour, le désordre de la pièce accuse une intimité encore inexistante entre les époux, quoique selon Tante Esther, Gisèle se prend à ricaner l'acte soit censé abattre à coup sûr la paroi de l'âme. Pas du tout. Et Gisèle tout à coup refuse à Louis le droit de surprendre sa pudeur. Elle va se lever. Elle va faire disparaître certaine audace amoureuse de la veille qui baille maintenant dans une déchirure de corsage, dans une dentelle gisant sur le tapis, dans un poudrier répandu. C'est très bizarre. Pour peu que le sommeil de Louis dure encore, il n'a que trop duré déjà, Gisèle N est pas loin de se croire une courtisane. Mais voici que le jeune homme soupire. Il lève une main molle. Gisèle, le cœur battant, est prête à renier un liard dangereuse. La main de Louis retombe. Il ne s'est pas réveillé. Alors la jeune femme sans bruit se met à pleurer. Novembre, sa brunante de teint d'après-midi répandue sur une petite ville. Quelqu'un dit, il neigera cette nuit. En attendant cette claire délivrance, le froid gifle. Maison aux persiennes closes, enfoncée dans le silence. Une auto parfois. La voiture du boulanger en retard. C'est l'automne, c'est une saison triste à laquelle succédera l'hiver interminable. Le petite ville fait connaissance avec une poésie des choses à forme de mélopée qui ennuie les habitants. À quoi bon des arbres sans feuilles? Dans un instant, l'angélus. Mais seul peut-être est sensible au chant gris des clos. Chez l'écolier Jean-Marie Plantier. À quoi tient l'automne? Est-il vrai que sans les noms des saisons les hommes seraient plus tranquilles? Exubérance parce que c'est l'été. Épiement en automne. Mais le ciel déserté, la rivière mauvaise, n'est-ce pas novembre qui les a rendus méconnaissables? Et l'humeur chagrine de Madame Plantier, la maison plus laide que jamais quand on a rentré le parasol du jardin. Jean-Marie revient de l'étude de 4 heures, sa petite casquette bien droite et le sac au dos. Son patap en homme depuis que Madame Plantier a sorti les bottines à double semelle, si lourdes à porter les premiers jours. Retour à la maison sans une minute de retard. L'été, sans plus musarder qu'en n'importe quel autre temps, Jean-Marie Plantier ressent sur sa joue une l'exquise douceur d'être.
Alors il n'a plus tellement besoin de se réfugier dans le rêve. Chaque nuage pour ses yeux extasiés ne fait-il pas, au long des après-midi lents, tout le voyage? Il n'a qu'à regarder. Voici les îles Océanie. Et voici la fantastique Égypte. Ici des peuples nourris de miel et de légendes. Un roi a les cheveux qui se soulève et forme une immense voile palpitante. C'est l'incendie là-bas, tel un hymne glorieux levé parmi les sables étincelants. Il y a le bon Dieu sur son trône. Il y a l'oncle Albéric, vêtu d'une tunique au bord retenu par 100 mains suppliantes. Une porte quelque part à claquer. Un chat miaule sur un seuil. Il a les yeux trop clairs de Jean-Marie, sa frêle mâchoire, une façon de se pelotonner s'il a peur. Les méchants garnements du quartier sont déjà au restaurant. Jean-Marie, sans l'entendre, écoute ricaner le grand Cyril. Qu'est-ce que ça veut dire, gibier de potence, que monsieur le notaire Plantier répète à propos de Cyril? Bureau de poste fermé à l'heure où Jean-Marie traverse la rue pour se rapprocher d'une des fenêtres. Par un des carreaux presque noirs, pourtant, le regard de l'écolier découvre une série de cases où sont rangées des enveloppes blanches, jaunes, brues. Jean n'a jamais écrit de lettre que celle du jour de l'an à ses parents, il l'a leur lui-même d'ailleurs, au moment de la bénédiction paternelle. Mais il a reçu une lettre, voilà 2 ans, de l'oncle Albéric. Une lettre de l'oncle Albéric. Madame Plantier raconte encore comment le petit Nigaud n'arrivait pas à lâcher l'enveloppe toute tremblante entre ses doigts. Une lettre à lui, Jean-Marie, quand il eut 10 ans et que l'oncle Albéric s'en souvint, Sébastopol. Commença la voix hostile de maman. Oh. Sébastopol et Jean-Marie sait bien d'où vient sa passion de la géographie que frère Jules, ébahi, lui fait réciter devant monsieur le supérieur. À 12 ans, le fils du notaire, s'il le voulait, en remontrerait au gars de troisième. C'est et pourquoi frère Jules affirme que la vocation de Jean-Marie est toute trouvée. Géographe. Oui, monsieur le notaire, c'est indubitablement cela. Allons. On est médecin ou avocat, on est surtout notaire. Mais géographe. Qu'est-ce que c'est que ça? Frère Jules, homme candide, eut le malheur d'ajouter que Jean-Marie, grâce à une telle spécialité, irait loin, pas seulement sur la carte, monsieur, mais en toute réalité. Aussitôt le notaire Plantier est devenu de glace et l'entretien resta court. C'est que frère Jules ignore ce que madame Plantier, depuis 20 ans, évite de commenter, le départ d'Albéric Plantier vers un inconnu des mers et des continents. Mais à la fin, où vas-tu? Je ne sais pas, quand reviendras-tu? Cela, je le sais, jamais. Petite scène jouée jadis dans le salon Plantier après les obsèques du chef de famille. Deux frères en habit noir se disent adieu. L'un a l'air de rendre une sentence. Et l'autre dit adieu comme si, pour la première fois de sa vie, il respirait librement. 20 ans de cela. Albéric est devenu le mouton noir. Dans l'esprit du notaire, il a rejoint cet autre. Signe de contradiction, la cousine Bella, celle qui a mal tourné. Deux photos retirées de l'album familial. Qui dira agit au mari la grâce de cousine Bella, et son œil moqueur, et la tendre du prix de son cœur pourcent lorsque Jean était petit, le flair soupçonneux du notaire surveillait ses ébats pour. Tant sage, sait-on jamais astérisque? L'hérédité. Double poids du père et de la mère interposé entre l'enfant et un couple maléficié. Jean-Marie grandit ainsi qu'une vertu ennuyeuse. C'est du moins ce que l'on pense devant un petit garçon d'humeur égale, dont jamais les yeux ne brillent indiscrètement. On le voit, sac au dos, s'en aller à l'école. À 5 heures, il en revient. L'été, il porte une culotte blanche et toute l'année, sa petite casquette, posée sur la tête à la façon dont son père se coiffe d'un chapeau. C'est le fils du notaire. Celui-là seul c'est qu'il adore la mémoire de son oncle. À l'heure du couvre-feu, allongé sur le dos et les mains sur le drap, voici néanmoins pour Jean la revanche de la poésie que l'oncle Albéric tient par la main. Voici que, non seulement les prunelles lumineuses mais tout le visage de Jean-Marie, non seulement se transfigure, mais ensoleille toute la chambre. Qu'est-ce que le paradis, sinon la terre vue en songe par un enfant pur? Il y a un mage. C'est l'oncle Albéric. Il y a un aigle. C'est Albéric. Dans la pièce voisine, le notaire Plantier, endormi, fait entendre un triste bruit d'arrière-gorge embarrassé. Oh! Que sait-il, cet homme, des étoiles qui trouent les ténèbres, il s'est méfié de la vie comme de la pamoison des jardins. La vie et les jardins le gênent. Au nom de la vertu. Que il haïrait, s'il le connaissait, le rêve de son fils. Passé le bureau de poste, on pose le pied sur la section de trottoir payée par le notaire Plantier. Voici la demeure en briques, à galerie cou. Verte. Jean-Marie touche la grille de fer forgé, mais ne la franchit point. Il a un pied en avant comme si, en mouvement d'aller, il venait d'être saisi aux épaules. Le grand lustre du salon est allumé. Qui a fait cela? Oh! Mon Dieu, pour qui? Sait-on qu'un enfant peut mourir d'émotion? Un Jean-Marie serre, à se briser les os, le loquet glacé, cependant qu'il ne peut plus ni avancer ni reculer. Le grand lustre du salon. Pour la visite annuelle du confrère Lemay, maman se sert des bougies de verre fiché aux 4 coins du salon. Quant au frère Jules, on le reçoit dans la salle à manger. À vrai dire, Jean-Marie ne connaît qu'un événement à la faveur duquel le grand lustre cruellement projette en pleine lumière les figures de un assistance. C'est et lors de la visite de l'évêque à la municipalité. Il y a bien aussi à la fête Dieu, mais pour une heure seulement, alors que tout le temps du séjour. De Monseigneur, les 7 heures du soir, le salon Plantier resplendit jusque sur la chaussée. C'est à un tel point que Jean-Marie, partagé entre l'admiration et l'énervement, monte à sa chambre se réfugier dans l'équilibre du crépuscule. Cet enfant a les yeux faibles. Remarque alors Madame Plantier, un album de l'arbre généalogique de la FA. Mis sur les genoux. Jean-Marie a les pieds froids dans ses bottines. Fébrilement sa mémoire joue avec les dates. Mais non, non, Monseigneur ne vient jamais à l'automne. Oh. Papa serait-il? Je tomberai probablement à la façon d'un chêne atteint par la foudre. Le petit se déteste de préférer presque n'importe quoi, et même la mort subite, effrayante, de ses parents, à l'intuition souveraine d'un événement qui le concerne, lui, Jean-Marie. D'un événement qui ne concerne que lui, il en a la définitive certitude. Des visionnaires. Que peut un écolier contre le quixote d'un rêve devenu réalité? Lorsque depuis sa petite enfance il joue, il dort, il pleure à propos d'un rêve impossible. Et maintenant, il s'agit de reconnaître sur une créature humaine l'odeur des mers inaccessibles. Albéric. Car l'oncle Albéric est là, dans le salon Plantier, et sa tête touche au plafond. Il est venu pour Jean dont l'appel enfin entendu la rejoint et s'est posé sur son épaule. Que le petit connaît la façon dont le magnifique vagabond soulèvera de terre son disciple, et qu'il prévoit le scandale, dans la maison des morts, du rire de leur proche départ. La nuit est venue. Madame Plantier doit consulter de l'horloge du corridor. Dans un instant, elle s'inquiétera. Dehors, l'enfant ne parvient toujours pas à franchir la grille. Et tout à coup, une terrible envie de fuir jette le désarroi dans son. On s'apprivoise à l'image, si belle soit-elle, du moment qu'on sait ne jamais la tenir entre les mains. On ose peu à peu composer son bonheur en taillant sa part à même un infini.
et l'on s'habitue à la prestigieuse hardiesse de mériter les roses du jardin. Mais que la fleur détachée de sa tige nous soit donnée, que le bonheur repose sur la gorge et qu'il nous soit accordé d'être cette gorge. Nous ressemblons à un voleur devant un butin trop riche. Et à Jean-Marie Plantier. Il avait son étroite figure tout effarée d'orgueil et d'angoisse. Il sentait que l'enjeu ce soir, une fois et pour jamais, c'était sa vie même. La personne d'Albéric tenait le fil de l'espérance. De son accueil, de son premier regard dépendait périlleusement la vérité du songe. Cependant, la joie dominait tout. Une joie démesurée aux forces de 1 ENFANT. Et ce fut davantage devant cette marée inconnue qu'il voulut fuir, car il n'était pas préparé à un tel embrassement. Il n'était qu'un petit garçon au plaisir un peu niais, qui ne savait rien de la violence de son cœur. Il leva la tête. Sa mère, en arrière du rideau, lui faisait une mine de colère et d'inquiétude. Mais déjà, maugréante, Rosalie arrivait et le poussait en avant, de sa main libre maintenant un méchant fichu enroulé autour de sa tête. Au moment de franchir le seuil, la servante ressentit-elle que sous sa poigne l'écolier frémissait? Ainsi se débattent les oiseaux surpris aux sources. La chaleur de la maison. La voix mal contenue de maman pour gronder. À droite, l'escalier menant aux chambres. À gauche, la portière de velours Litvin en arrière de laquelle s'émeuvent les souvenirs du notaire Plantier. Jean-Marie soudain ne voit plus qu'une chose, déposée à côté du porte-manteau, en voulant la cacher un peu, la valise d'Albéric. C'est un sac de tissu au flanc flasque, effondré dans le corridor qui l'encombre, sale, pesant, avec des marques d'usure qui n'ont rien de glorieux. Un de ces sacs bêtes. Mont fidèle dans lequel on se prend les pieds. Un sac à relents de chambre meublé et de dessous de lit, qui se souvient des coups de talon qu'il a reçus. Le petit garçon regarde indéfiniment ce tas informe qui pue. Il pose dessus ses yeux envahis d'horreur. Maman est rentrée au salon après un sévère. Va te laver les mains. Ton oncle Albéric est revenu. Dans la cuisine, Rosalie met la dernière main au souper. Jean-Marie est environné de l'odeur des cigares et de celle du veau rôti, odeur des dimanches dont la pendule de l'étude a tant battu les interminables heures. Le jeu de patience du notaire. La nappe brodée de Madame Plantier qu'elle ne finira jamais. Une autre et puis une autre encore devant lui succéder. Au mur, le portrait à lui de la première aïeule que Jean-Marie déteste sans savoir pourquoi. Dimanche. Le jour le plus affreux de la semaine est entré dans la maison, précédant Albéric et il s'y installe à demeure comme le voyageur las, repentant, qui, à l'instant même, peut-être à cause du veau rôti dont il n'a pas mangé depuis si longtemps, fait amende honorable. Sa voix aux inflexions surprenantes de mi-tardive passe la portière du salon, vient tournailler autour de Jean-Marie. Assiégeante, pleurarde. Albéric. Albéric. Vienne la colère au secours de Jean. Mais toute la place est pour longtemps prise par la souffrance, celle au sortir de laquelle un enfant, quelquefois, trahit les premiers signes de la vieillesse. Dès qu'il fut dans sa chambre, il éprouva un immense sentiment de sécurité. Adossé à la porte, épaules collées au bois, il attendit que la rumeur torrentueuse dans ses oreilles s'apaisa. Bouche ouverte pour mieux respirer, les jambes flageolantes après une course folle, on aurait pu croire que la peur, une peur sale, lui mordait. La chair. L'enseigne lumineuse du pharmacien d'en face placard rouge, placard vert sur le linoléum, sur le pied de la couchette, la frange du rideau. Rouge. Vert. Vert. Rouge. Les 23 premières nuits, il avait cru devenir fou. Aucune pensée raisonnable pour le moment dans cette grosse tête, à cheveux frisés comme au petit fer. L'œil chlorotique a affiché tout de suite une expression ahurie. Un décor, un personnage de cinéma. Il ne manque que le crime. Mais non, il ne manque rien, le crime vient d'être commis. L'iris peu à peu remonte à la vie. L'homme retrouve un tic familier des lèvres. Ses mains de manœuvre sont ouvertes, doigts légèrement écartés. C'est leur pose habituelle dans l'inaction. Pourtant demain les avocats en feront un médiocre symbole, des mains, messieurs les jurés, que le repos lui-même accuse. Remontant à la vie, les prunelles rencontrent l'enfer. Pas moyen de l'éviter. Le mot sécurité devient un lieu commun inapplicable à la réalité. Dans une chambre verrouillée, par un soir de juillet où l'amour et l'espoir lèchent leurs blessures, un homme jailli des limbes reconnaît à quel fruit il vient de mâcher. Il a fallu pour cela un acte capable de couper les amarres qui le reliaient aux autres hommes. Entre eux et lui, il y a désormais une gorge étranglée. Mais il n'éprouve ni remords ni honte. Ce sont des sentiments à venir avec la pitié de soi. La chambre donnait sur la rue, si proche d'elle que profil et odeur de destin y entraient parfois. Avant cette nuit, l'homme n'était sensible qu'à l'ennui de cette proximité, mais tantôt, quand il a fui, c'est ici que, spontanément, il a cherché refuge, ici où la police, il est vrai, ne viendra qu'à bout de ses conjectures. Il se laissera alors emmener, ayant eu tout le temps d'apprendre que rien ne trahit mieux que la chambre où l'on aima. Vert. Rouge. Aujourd'hui. Hier. Si peu de temps sépare ce qui fut de ce qui est qu'un homme éprouve de la difficulté à se mouvoir dans son nouveau personnage. Hier, sa vie pouvait être retournée en tous sens. On n'y eut rien tâté de suspect. Ce matin même, il partait à un lieu accoutumé vers une besogne familière. Ce soir, il rentrait, un peu las, après le repas au cafétéria où les serveuses le connaissent. Deux changeaient de chemise. Deux allaient au cinéma voir un film de Véronica Legdon. Elle aimait la façon de se coiffer. Après le film, peu. Être-t-il proposé de manger un liot-dog pendant qu'elle refaisait son maquillage? Lui, il allumait une cigarette. Hier, la solitude ne faisait pas de bruit, souriait, a même ri quelquefois. Une solitude banale et infidèle, aux brusques pinsades, aux gifles inattendus en plein restaurant. Le temps allait son chemin plat dans lequel un homme a longtemps marché sans se douter qu'il était un monstre. Ce soir, comme tous les soirs, il est allé boire un verre de bière à la taverne. Il a bavardé sur des sujets usés, grève, petite paix, petite révolte. Quand il est sorti après un sonore bonsoir, il s'en allait tuer une femme et ne le savait pas vert. Rouge. Hier. Aujourd'hui. Lorsqu'il ne reste plus seulement à une créature humaine d'être désignée par son prénom, que cette très étroite et très puissante assurance lui est retirée, sur quelle rive, qui n'est plus de cette terre et pas encore de l'autre, aborde donc le paria. Vert. Rouge. C'est l'heure où toute la rue appartient à la foule. Des pas. Des rires. Des bouts de phrases. C'est l'été. En étirant le cou, on découvre des étoiles au fond des ruelles. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Les gens s'interpellent dans ce quartier dont l'air n'est jamais pur et houlé. Gamins sont maigres. Qu'importe. L'inquiétude ce soir est inimaginable. Halte bienheureuse entre deux angoisses aux dents longues. Plutôt que de penser avec aigreur, les pauvres prennent congé d'eux-mêmes. Ce qui tournait en rond, une douleur surie, se tapit enfin. Et voici les